Wadia a oublié de dire aussi que je suis un simple pauvre pécheur. Quand j'ai connu l'initiative et changement, je l'ai connu comme le réarmement moral, on m'a appris à écouter pendant des moments de silence la volonté du bon Dieu. Écouter, bon, c'est facile, c'est vite fait. J'écoutais, mais de là à répondre et réagir, je ne le faisais pas. Je choisissais ce que je voulais de ce que le bon Dieu essayait de me dire, et le reste, je laissais tomber, j'ajournais, j'oubliais volontairement, bien sûr. Puis un jour, dans un moment de silence aussi, le bon Dieu m'a dit qu'il fallait non seulement que je travaille sur ma personne, sur moi-même, sur les valeurs morales qui feraient ma vie, mais qu'il fallait aussi que j'adresse mon passé de guerrier, de milicien, de responsable. Le bon Dieu n'a souri que lorsque non seulement j'ai entendu, mais aussi parce que j'ai décidé d'obéir cette fois. C'est là qu'il a souri pour la première fois pour moi. Depuis, comme Wadia l'a trop bien dit, je suis dans ma société, j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de sauver mon pays, mon peuple, d'une seconde guerre civile. Ce n'est pas ça mon seul rôle, ou ma seule mission, ou la mission que je me suis imposée, mais aussi d'essayer de réparer autant que possible le mal que j'avais fait dans mon pays. Et ceci voulait dire devoir faire beaucoup de choses. Mais il était très clair pour moi, et je le sentais d'ailleurs quand parfois je ne le faisais pas, que pour tout acte que je devais faire ou accomplir, il fallait que je sois prêt, que je me prépare. Par un moment de silence où le bon Dieu m'inspirait ce que j'avais à faire, à dire, comment il fallait agir, mais aussi en étant vraiment très méticuleux sur mon comportement, mon état spirituel et moral. Il fallait que je fasse attention à mes petits péchés avant d'aller faire la moindre négociation, par exemple. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, tout seul comme ça? Tu as été t'adresser à la nation libanaise avec une lettre où tu demandais pardon pour tes actes. Tu crois que ça va servir à quoi que ce soit, pauvre fou? Tu es naïf, ça ne servira à rien. Tu ne pourras rien changer dans ton pays. Les miliciens sont toujours les mêmes, les responsables politiques qui faisaient la guerre sont aujourd'hui ministres, députés, présidents. Ça ne servira à rien du tout. Mais j'étais quand même convaincu que ce que je ferai n'aura pas peut-être un impact national, mais il me suffisait de changer une âme seulement, une personne, un enfant de 17 ans, 18 ans, pour qu'il ne fasse plus la guerre comme moi je l'ai faite. Il fallait donc s'y mettre, il fallait aller visiter ces jeunes qui étaient devenus un peu mon objectif principal, parce que ce serait eux l'avenir du pays. Il fallait aller les visiter dans les écoles, les universités, etc., leur parler de mon expérience personnelle de changement, de comment j'étais, comment je voyais les musulmans, les préjugés, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la guerre, les atrocités, les horreurs que j'ai faites, et maintenant comment je vois les choses. Ce que Initiative et Changement a fait de moi, un artisan de paix et de changement aussi. Il a fallu aussi aller rencontrer les parents de mes victimes
parce que beaucoup de mes victimes sont mortes, ou bien quelques victimes encore en vie. Mais là, j'ai aussi appris à être authentique. Si je parlais à demi-mot, je sentais que ça ne passait pas. Il fallait vraiment tout leur dire. Même si c'était parfois dur, mais il fallait le dire. Même si c'était parfois me porter responsable de la mort de leur aimé, mais il fallait le dire pour essayer vraiment de les aider à sortir de cette situation. On a au Liban 17 000 disparus. Les talibans n'ont rien fait, vraiment rien fait pour essayer d'aider les parents à retrouver leurs disparus, ou du moins à retrouver les corps de leurs disparus, ou les restes. Vraiment rien. 4 commissions, rien que pour faire des commissions. Ça n'a servi à rien. Aujourd'hui, c'est le secteur civil. C'est les ONG qui font ce travail de préparation et d'advocacy à cette fin. Ce qui m'a surpris, c'est que quand j'allais rencontrer quelqu'un qui avait perdu un des siens, et dont parfois j'étais le responsable, quoi. J'étais le responsable du décès de cette personne, c'est la noblesse que je retrouvais dans ces victimes, ou dans ces parents de victimes. Croyez-moi, ils peuvent être bien plus nobles que l'acteur lui-même ou celui qui a fait l'acte. Et ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. J'ai été rencontrer un politicien qui garde encore sur lui un handicap physique à cause d'un attentat sur sa vie que j'avais décidé moi-même. J'ai été surpris aussi par l'amitié qu'il a voulu créer avec moi. Lui qui est avocat, il m'a aussi dit que son bureau était ouvert à moi pour tout ce qui pouvait aider la cause de la paix civile aujourd'hui. Les victimes que j'ai rencontrées ne sont pas nécessairement celles auxquelles on pense d'habitude. La première victime que j'ai vue sur mon chemin était moi-même, victime des préjugés et victime de ce que j'avais fait pendant la guerre. Il y avait aussi les victimes directes, les disparus, ceux qui ont vu leur domicile détruit, les déplacés, etc. Tout ça, ce sont des victimes. Mais la victime à laquelle on ne pense pas en général, c'est le citoyen normal qui a survécu la guerre. Et lui garde toujours en lui des séquelles de ces années dures et difficiles, de cette haine qu'il avait envers l'autre et envers les miliciens aussi pour leurs abus et tout ça. Et finalement, ce sont aussi les enfants qui n'ont pas vécu la guerre, les jeunes d'aujourd'hui. Eux aussi sont victimes. Maintes fois, quand je parlais devant une audience jeune comme ça, un élève se levait et me disait « Je vous remercie, monsieur, parce que pour la première fois, j'entends la vérité concernant la guerre civile. » Mes parents et même papa, qui a été combattant, ne m'ont jamais rien raconté. Aujourd'hui, je comprends combien la guerre est atroce et qu'il ne faut pas la répéter. Tout ça parce que notre gouvernement s'est tu depuis la guerre, depuis la fin de la guerre. On n'a pas traité vraiment le dossier de cette mémoire blessée. Moi, je dis que un citoyen blessé, c'est toute la nation qui est blessée. Et on a encore des dizaines de milliers de blessés au Liban. Donc le Liban est vraiment malade. Traiter la mémoire de la guerre veut dire pour moi le projet national des disparus sur lequel je travaille actuellement avec beaucoup d'autres.
Je veux dire aussi essayer d'œuvrer pour avoir un livre d'histoire unifié qu'on n'a pas encore au Liban. Il veut dire aussi chaque année commémorer le 13 avril, qui est le souvenir du début de la guerre libanaise. Et essayer de demander aux médias de couvrir tous ces événements pour qu'on essaie un peu d'atteindre le citoyen où qu'il soit. Et aussi, et finalement, essayer de demander aux judiciaires de protéger, en attendant qu'on ait un projet national pour cette affaire-là, de protéger les sites suspectés d'être des cimetières communs, quoi, le mot m'échappe, excusez-moi. Voilà. Donc, lorsque je vais à des réunions pareilles, je ne m'attends plus vraiment à ce qu'il y ait des changements de masse ou à ce qu'on applaudisse ou quoi que ce soit. On me demande comment était ta rencontre. Je leur dis, je ne sais pas. Je laisse ça au bon Dieu. Parce qu'on ne sait jamais quand le bon Dieu agira. Peut-être aujourd'hui, peut-être dans 30 ans, un de ces jeunes qui m'écoute se rappellera une phrase qu'il a écoutée aujourd'hui et s'abstiendra peut-être de passer à la violence un jour. Enfin, je voudrais inviter tous ceux qui travaillent pour la paix d'inclure les combattants dans ce qu'ils font. Parce que c'est vraiment inutile de les combattre, alors qu'il faudrait les convaincre de passer à l'action positive, qui est d'aider leurs victimes et d'aider leur nation. Merci.